La morsure glaciale du carrelage sous mes pieds nus ce matin-là résonne encore dans ma mémoire avec une précision chirurgicale, comme le prélude silencieux à la destruction méticuleuse de mon existence. Pendant près de 10 ans, j'avais été la gardienne invisible d'un mariage qui ressemblait à un mausolée d'habitudes parfaitement chorégraphié, une union où le silence avait depuis longtemps remplacé les mots, et où l'absence de conflit masquait l'absence de tout le reste. Mais il a suffi d'une seule journée d'automne, d'un orage d'une violence inouïe qui nous a coupés du monde extérieur, et de la présence suffocante d'un homme qui n'avait absolument rien à faire dans ma maison, pour que les fondations de cette vie illusoire se fissurent irrémédiablement, me laissant seule face à un abîme de désir que je n'osais même plus nommer. Je suis Clara, et je vais vous raconter comment l'immobilité de ma vie a été brisée par une effraction de l'âme, une transgression si lente et si profonde qu'elle a redéfini chaque cellule de mon être. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur notre chaîne pour une toute nouvelle histoire, une plongée fascinante et vertigineuse dans les recoins les plus sombres et les plus inavouables des relations humaines. Prenez le temps de vous installer, de trouver un endroit calme où personne ne viendra interrompre votre écoute, préparez-vous une boisson réconfortante, et laissez ma voix vous guider à travers ce récit dense et complexe. Avant que nous ne plongions dans le vif du sujet, prenez un instant pour me glisser dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez en ce moment même. C'est toujours un véritable privilège de voir cette communauté s'étendre à travers le monde et de partager ces moments d'introspection intime avec vous tous. La grande maison bourgeoise que mon mari, Arnaud, avait héritée de sa famille se dressait à la lisière d'une forêt dense, dans une région où les hivers commençaient tôt et s'installaient avec une lourdeur écrasante. C'était une bâtisse imposante, majestueuse de l'extérieur, avec ses toits en ardoise sombre et ses hautes fenêtres encadrées de pierres de taille grise. Mais à l'intérieur, elle possédait l'atmosphère raréfiée et solennelle d'un musée figé dans le temps. Les meubles d'époque, massifs et sombres, semblaient absorber la moindre particule de lumière naturelle qui tentait de percer à travers les lourds doubles rideaux de velours bordeaux. Les parquets anciens craquaient sous chaque pas, trahissant la moindre présence, imposant une discipline de silence oppressante. Arnaud était un chirurgien de renom, un homme dont l'existence entière était régie par l'obsession de l'ordre, de la maîtrise et de la perfection absolue. Son besoin de contrôle s'étendait de la stérilité de son bloc opératoire jusqu'au moindre détail de notre vie domestique. Il exigeait que chaque chose soit exactement à sa place. Les coussins du canapé devaient être parfaitement alignés, les couverts rangés selon un espacement millimétré, et la température de la maison maintenue à un constant et frisquet 19 degrés. Au fil des années, j'étais devenue l'un de ces objets parfaitement alignés. J'étais la femme du docteur, une entité décorative et fonctionnelle, vidée de sa substance. Nos journées se déroulaient selon une chorégraphie d'une monotonie terrifiante. Le matin, le réveil d'Arnaud sonnait à 6 heures précises, un bip électronique sec et sans appel. J'écoutais, immobile dans la pénombre de notre immense lit conjugal, le rituel immuable de sa préparation. Le bruit de l'eau de la douche coulant à jet fort pendant exactement 5 minutes. Le frottement régulier de son rasoir contre sa peau. Le claquement sec des portes de son armoire. Lorsqu'il descendait dans la cuisine, je savais qu'il s'attendait à trouver son café noir fumant dans sa tasse en porcelaine blanche, posé à l'endroit exact qu'il avait désigné sur le plan de travail en granit froid. Je préparais ce café avec une précision d'automate, mes gestes devenus si automatiques que je pouvais les accomplir les yeux fermés. Le petit déjeuner se passait dans un mutisme absolu. Il parcourait les gros titres de la presse médicale sur sa tablette, tandis que je fixais la surface noire de mon propre café, observant mon reflet distordu et pâle à la surface du liquide. Il n'y avait plus aucune tendresse dans ses regards, s'il daignait seulement lever les yeux vers moi. Il y avait tout au plus une approbation muette lorsque la logistique de la maison fonctionnait selon ses standards draconiens. Je me sentais rétrécir de jour en jour, avalé par l'architecture écrasante de cette demeure et par la rigidité glaciale de l'homme que j'avais épousé. La sensation d'être invisible s'était insinuée en moi comme un poison lent, anesthésiant mes émotions, étouffant mes envies, me transformant en une coquille vide errant dans de longs couloirs sombres où même l'écho de ma propre voix me semblait étranger. Chaque respiration me coûtait un effort, l'air de cette maison me semblant toujours raréfié, dépourvu d'oxygène, saturé par l'odeur persistante de l'encaustique et du linge repassé à la perfection. La fracture dans cet univers clos est apparue sous un prétexte purement matériel. Arnaud avait finalement décidé,
après des mois d'hésitation minutieuse, de faire rénover la grande bibliothèque du rez-de-chaussée pour y installer des étagères sur mesure du sol au plafond. Il avait engagé un artisan charpentier de la région voisine, un homme dont on lui avait vanté la précision obsessionnelle, qualité indispensable aux yeux de mon mari. Cet artisan s'appelait Gabriel. Son arrivée, un lundi matin de novembre alors que le ciel était chargé de nuages bas et menaçants, a marqué le début d'une lente agonie de mes certitudes. J'ai entendu le moteur lourd et diesel de sa camionnette s'arrêter sur les graviers de la cour intérieure. Le bruit de la portière claquant a résonné comme une détonation dans le silence monacal de la propriété. Depuis la fenêtre de la cuisine, j'ai observé cet inconnu s'approcher de l'entrée. Gabriel était à l'opposé exact de tout ce que représentait Arnaud. Il avait la carrure solide de ceux qui travaillent le bois de leurs mains, des épaules larges modelées par l'effort physique quotidien, et une démarche ancrée, terrienne. Il portait des vêtements de travail usés, un pantalon en toile épaisse couvert de fines poussières claires, et un pull en laine brute dont les manches étaient remontées sur des avant-bras noueux. Lorsque j'ai ouvert la lourde porte d'entrée en chêne massif pour l'accueillir, un courant d'air glacial et chargé de l'odeur âpre de la terre humide s'est engouffré dans le vestibule, balayant instantanément l'odeur artificielle du parfum d'intérieur de la maison. Gabriel s'est tenu sur le seuil, hésitant un instant avant de s'essuyer minutieusement les pieds sur le paillasson. Il a levé les yeux vers moi, et j'ai été frappé de plein fouet par la densité de son regard. Ses yeux étaient d'un vert sombre, profond, presque minéral. Il ne m'a pas regardé avec la politesse détachée que l'on réserve à l'épouse du client. Son regard a balayé mon visage, s'arrêtant une fraction de seconde de trop sur l'ourlet de mon épais gilet en cachemire, pour remonter lentement vers mes yeux. Il y avait dans cette inspection silencieuse une intensité brute, une présence animale qui m'a déstabilisé d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. « Madame » a-t-il simplement dit, sa voix rocailleuse, basse, vibrant dans l'air froid du couloir. J'ai bredouillé une réponse inintelligible, lui faisant signe d'entrer. Pendant les jours qui ont suivi, la présence de Gabriel a envahi l'espace de la maison d'une manière insidieuse. Bien qu'il restât confiné dans la bibliothèque, porte fermée, le son de son travail se répercutait à travers les murs épais. Le crissement régulier de la scie sur le bois massif, le martèlement sourd du marteau, l'odeur enivrante et chaude de la sciure de chêne fraîche et de la résine commençaient à saturer l'atmosphère de la maison. C'était l'odeur du vivant, de la matière brute en train d'être transformée, un contraste violent avec la stérilité morbide du reste de notre demeure. Je passais mes journées dans un état de tension perpétuelle, flottant d'une pièce à l'autre avec une agitation nouvelle et incontrôlable. Je cherchais constamment des prétextes pour passer devant la porte close de la bibliothèque. J'écoutais le rythme de sa respiration lourde filtrant sous l'interstice de la porte, le bruit de ses chaussures de sécurité raclant le parquet protégé par des bâches. Mon corps tout entier semblait s'être réveillé de son long coma hivernal. Mes sens étaient exacerbés. Je sentais le contact de la laine de mes pulls contre ma peau avec une acuité brûlante. Le moindre bruit me faisait sursauter. L'ignorance absolue dans laquelle Arnaud me tenait, son absence totale d'attention à mon égard le soir venu, rendait la simple existence de Gabriel dans la pièce d'à côté incroyablement magnétique. Un après-midi, alors qu'Arnaud était au bloc opératoire pour une longue intervention chirurgicale, je suis entré dans la bibliothèque sous le faux prétexte de lui proposer un rafraîchissement. La pièce était méconnaissable, éventrée, recouverte de poussière dorée en suspension dans les rares rayons de soleil qui perçaient les nuages. Gabriel était juché sur un escabeau, les bras levés, fixant une longue planche de chêne sombre au-dessus de sa tête. Son pull était jeté sur un fauteuil, et il travaillait en t-shirt malgré la température ambiante de la pièce. J'ai observé la tension extrême des muscles de son dos, les gouttes de sueur qui perlaient sur sa nuque et glissaient le long de sa colonne vertébrale, disparaissant sous le tissu de son vêtement. Je suis resté immobile sur le seuil, incapable de prononcer un mot, hypnotisé par la force brute de ses mouvements, par l'assurance de ses mains maniant le bois lourd avec une précision experte. Il a soudainement arrêté son geste, comme s'il avait ressenti physiquement le poids de mon regard braqué sur lui. Il s'est tourné lentement sur son escabeau, baissant les bras, le torse soulevé par une respiration haletante. Le silence qui s'est abattu entre nous à cet instant était d'une densité terrifiante, presque étouffante.
La distance qui nous séparait n'était que de quelques mètres, mais l'air entre nous semblait soudainement épais, chargé d'une électricité statique prête à s'embraser à la moindre étincelle. « Vous avez besoin de quelque chose ?» a-t-il demandé, sa voix brisant le silence avec une douceur inattendue. Je tenais fermement le plateau avec la carafe d'eau et les verres, mes phalanges blanchies par la force de ma prise. Je me suis avancé avec une lenteur extrême, l'impression de marcher dans de l'eau profonde. En posant le plateau sur un petit meuble épargné par les travaux, mes mains tremblaient de manière incontrôlable. La carafe de cristal a heurté l'un des verres avec un tintement cristallin aigu qui a résonné comme une alarme dans le vide de la pièce. Il est descendu de l'escabeau. Ses pas lents et lourds sur le parquet recouvert de sueur résonnaient dans ma poitrine. Il s'est arrêté tout près de moi, beaucoup trop près pour les convenances sociales de cette maison bourgeoise. L'odeur de la sueur mêlée à celle du bois coupé m'a frappé de plein fouet, une odeur virile, sauvage, si éloignée de l'antiseptique et de l'eau de Cologne glaciale de mon mari. Il a tendu la main pour prendre un verre. Au lieu de saisir le gobelet par le haut, ses longs doigts rugueux de travailleur se sont enroulés autour des miens, restés figés sur le verre. Le contact de sa peau chaude, calleuse et écorchée contre mes mains parfaitement manucurées et froides a provoqué un choc thermique d'une violence absolue, une onde de chaleur qui s'est propagée instantanément de mes poignets jusqu'à la base de mon cou. Je n'ai pas reculé. Je n'ai pas retiré ma main. J'étais paralysée par le désir inavouable de me fondre dans cette chaleur. Pendant une seconde interminable, qui m'a paru durer une éternité suspendue hors du temps, nous sommes restés là, figés dans ce contact interdit. Ses yeux verts plongeaient dans les miens, y cherchant une résistance qu'il ne trouvait manifestement pas. Il n'y avait aucun sourire, aucune politesse. Il y avait seulement une reconnaissance immédiate, la collision de deux solitudes absolues. L'image du visage fermé d'Arnaud, l'écho de ses remarques froides et tranchantes sur la perfection de mon repassage, m'ont traversé l'esprit comme un éclair de lucidité mortelle. C'était cette perfection stérile qui m'avait tué à petit feu, et c'était cette imperfection brute, cette peau rêche et cette odeur de labeur, qui étaient en train de me réanimer. J'ai fini par lâcher le verre avec une respiration saccadée, reculant brusquement, trébuchant presque sur une bâche posée au sol. J'ai quitté la pièce presque en courant, le cœur battant à tout rompre, trouvant refuge dans la salle de bain du premier étage, m'enfermant à double tour. J'ai appuyé mon front brûlant contre le miroir glacé au-dessus du lavabo, observant mon reflet bouleversé. Mes joues étaient empourprées, mes yeux brillants d'une fièvre que je ne me connaissais plus. J'étais terrifiée par la force du désir qui venait de me percuter. La maison, ma cage dorée, m'apparaissait soudainement sous son vrai jour, un piège mortel dont je devais désespérément trouver la sortie. Les semaines qui ont suivi se sont transformées en un jeu de cache-cache psychologique épuisant, une danse cruelle autour du gouffre. Arnaud, toujours aussi absorbé par ses responsabilités cliniques et son besoin viscéral de domination intellectuelle, ne remarquait absolument rien. Ses retours le soir étaient rythmés par les mêmes silences accusateurs, les mêmes repas engloutis dans le bruit glacial des couverts en argent frappant la porcelaine. Il m'expliquait la complexité d'une suture crânienne sans même vérifier si je l'écoutais, me considérant avec la même utilité pratique qu'une lampe de chevet. Et moi, assise face à lui de l'autre côté de la longue table en acajou sombre, je ne pensais qu'à Gabriel. Mon esprit était colonisé, envahi par le souvenir de ses mains sur le bois, par la fermeté de sa démarche, par la chaleur animale qui se dégageait de son corps lorsqu'il s'approchait de moi. Le supplice de la tentation s'est immiscé dans chaque détail de mon existence. Lorsque je croisais Gabriel dans les couloirs, l'espace d'une seconde, le monde extérieur cessait d'exister. Nos regards s'accrochaient, lourds de promesses silencieuses et de mots interdits. Nous évitions avec une prudence extrême tout contact physique supplémentaire, comprenant tous les deux instinctivement que la moindre caresse serait la goutte d'eau qui ferait céder le barrage. Je me consumais de l'intérieur, tiraillé entre la culpabilité terrifiante de trahir l'homme qui m'avait offert une sécurité matérielle sans faille, et la soif inextinguible de me sentir vivante sous les mains d'un autre. La nuit, couché à l'extrême bord de notre lit immense pour ne pas risquer de frôler le corps froid d'Arnaud endormi sur le dos, les mains croisées sur la poitrine comme un gisant de marbre, je restais éveillée des heures durant. J'écoutais la pluie battante fouetter les vitres, imaginant la chaleur du corps de Gabriel, la rugosité de sa barbe contre ma peau. Le point de bascule irréversible a eu lieu lors d'un week-end où les éléments semblaient s'être ligués pour provoquer l'inévitable. Une tempête automnale féroce,
d'une violence exceptionnelle pour la saison, s'abattait sur la région depuis la veille. Des rafales de vent hurlaient dans les cheminées, et des cordes de pluie ininterrompues s'écrasaient contre les façades de la maison. Arnaud avait été appelé en urgence vitale à la clinique la nuit précédente et se retrouvait coincé en ville, les routes départementales ayant été coupées par des chutes d'arbres. Je me retrouvais seule, isolée dans cette immense forteresse, soumise à l'isolement le plus total. Gabriel, ignorant l'état des routes, était venu finir l'installation des dernières boiseries le matin même. Au milieu de l'après-midi, alors que le ciel était devenu si sombre qu'il aurait pu être minuit, une détonation sourde a retenti au loin, suivie immédiatement d'un grésillement électrique, avant que la maison tout entière ne soit plongée dans des ténèbres absolues. Le silence qui a suivi la coupure de courant était total, seulement rompu par le fracas assourdissant de la pluie contre les fenêtres. L'angoisse de l'obscurité s'est emparée de moi. J'ai tâtonné le long des murs glacés du couloir, avançant à l'aveuglette vers la cuisine pour trouver les bougies que nous gardions dans le tiroir du bas. La froideur du carrelage transperçait les fines chaussettes que je portais. Alors que je fouillais frénétiquement dans le tiroir, heurtant des ustensiles métalliques dans le noir, le faible faisceau jaunâtre d'une lampe torche de chantier a balayé le sol de la cuisine, projetant des ombres gigantesques et dansantes sur les murs et le plafond. Gabriel est apparu dans l'encadrement de la porte, tenant la lampe à hauteur d'épaule. Son visage était à moitié caché dans l'ombre, éclairé en contre-plongée, lui donnant un air grave, presque dramatique. « Tout va bien ?» a-t-il demandé, sa voix résonnant avec une amplitude nouvelle dans le silence de la maison sans électricité. J'ai refermé le tiroir d'un coup sec, mon cœur s'emballant dans ma poitrine avec une violence que je croyais impossible. « Oui, je cherchais juste des bougies », ai-je répondu, ma voix tremblante trahissant instantanément ma panique, non pas à cause de la coupure de courant, mais à cause de la conscience aiguë et terrifiante que nous étions désormais absolument seuls, coupés du monde, plongés dans l'obscurité complice de l'orage. Il s'est avancé lentement dans la cuisine, posant la lourde lampe de chantier sur l'îlot central. Le faisceau lumineux s'est dirigé vers le plafond, créant un halo diffus qui enveloppait la pièce d'une lueur intime, dorée et irréelle. J'ai réussi à trouver une grosse bougie blanche et une boîte d'allumettes. Mes mains tremblaient tellement que j'ai laissé échapper 3 allumettes sur le sol avant de réussir à en frotter une contre le grattoir. L'odeur âcre, soufrée et pénétrante de l'allumette enflammée a envahi l'air confiné de la cuisine. J'ai approché la flamme vacillante de la mèche de la bougie, mes yeux fixés sur la petite lumière jaune qui commençait à danser, repoussant faiblement les ombres menaçantes. J'ai soufflé sur l'allumette pour l'éteindre. Une fine volute de fumée grise s'est élevée en spirale dans l'air froid. En levant les yeux, j'ai réalisé que Gabriel avait fait le tour de l'îlot central et se tenait désormais juste en face de moi, de l'autre côté de la faible lumière de la bougie. La distance entre nous n'était plus qu'une question de centimètres. Je pouvais voir le reflet de la petite flamme danser dans l'obscurité de ses yeux verts, devenus presque noirs dans la pénombre. L'orage faisait rage à l'extérieur, un roulement de tonnerre particulièrement violent a fait trembler les vitres de la cuisine. Je me suis figée, pétrifiée. Il n'a pas bougé d'un millimètre. La tension qui s'était accumulée entre nous pendant des semaines, nourrie par les regards volés, les effleurements évités de justesse et l'hostilité glaciale de mon mari, a soudainement convergé vers cet instant précis, concentré dans ce petit espace entre nos 2 corps. La chaleur de sa présence irradiait à travers mes vêtements avec une force magnétique irrésistible. J'ai entendu le son de sa propre respiration, devenue profonde, lente, contrôlée avec une difficulté évidente. L'odeur de la cire fraîche de la bibliothèque, accrochée à ses vêtements, se mélangeait au parfum de la pluie et de la cire chaude qui commençait à couler le long de la bougie. Chaque détail sensoriel s'imprimait dans mon esprit avec une clarté hallucinante. La texture rugueuse de son pull en laine, le grain de la peau de son visage ombragé par la fatigue, la ligne dure de sa mâchoire contractée. Le poids de mon passé avec Arnaud, la certitude écrasante de ma solitude conjugale, la terreur de vieillir sans jamais avoir été désiré pour moi-même, tout cela semblait soudain s'évaporer, dissous par l'intensité de cet instant brûlant. Il n'a prononcé aucun mot pour justifier l'injustifiable. Il a lentement, très lentement, levé la main droite. Ses mouvements étaient délibérément lents, me laissant tout le temps du monde pour reculer, pour fuir vers le couloir sombre et refermer la porte sur ma prison familière. Mais je suis restée ancrée au sol, les pieds cloués sur le carrelage froid, le souffle coupé,
attendant le verdict de son toucher comme on attend le choc d'une vague gigantesque. Ses doigts, couverts de la callosité des travailleurs manuels, ont effleuré la peau nue de ma mâchoire. Le contact fut d'une douceur bouleversante, une délicatesse qui contrastait violemment avec la rugosité de ses mains. Mon corps entier a tressailli sous cette caresse silencieuse, un frisson puissant et involontaire remontant le long de ma colonne vertébrale. J'ai fermé les yeux, laissant échapper un long soupir saccadé, un mélange d'abandon total, de terreur profonde et d'un soulagement infini de ne plus avoir à lutter contre moi-même. Son pouce a tracé lentement la ligne de mes lèvres, essuyant une larme brûlante qui venait de s'échapper du coin de mon œil sans même que je m'en rende compte. Je ne pleurais pas de tristesse, je pleurais parce que la glace qui enserrait mon cœur depuis une décennie venait de se briser en 1000 morceaux sous la simple chaleur de sa peau contre la mienne. L'air entre nous s'est chargé d'une électricité foudroyante. Il a fait un pas de plus, effaçant définitivement la frontière qui nous séparait, son corps solide et chaud pressant doucement contre le mien dans l'espace exigu de la cuisine. La lumière vacillante de la bougie a projeté nos deux ombres entrelacées sur le mur, ne formant plus qu'une seule masse sombre et vibrante dans l'obscurité de la pièce. La pluie continuait de s'abattre furieusement sur le monde extérieur, masquant le son du silence qui venait de mourir en nous, scellant à jamais la porte de cette pièce où ma vie ancienne venait de rendre son dernier souffle. Et c'est ainsi que se referment les portes de ce récit où la frontière entre la fidélité étouffante et la libération interdite est franchie dans le murmure d'un orage d'automne. Je vous invite maintenant à réfléchir profondément sur la signification de cette histoire et à me donner votre opinion la plus sincère dans les commentaires. Considérez-vous que l'isolement émotionnel imposé de manière constante, la négligence affective quotidienne et l'indifférence glaciale subie pendant 10 ans dans le cadre d'un mariage stérile constituent une violence psychologique qui justifie la nécessité vitale d'une échappatoire, même si celle-ci passe par la transgression absolue ? À quel moment précis la fidélité physique devient-elle une trahison envers sa propre âme, et la culpabilité de l'adultère doit-elle véritablement l'emporter sur la cruauté silencieuse d'un partenaire qui vous nie l'existence ? J'attends vos réflexions, vos expériences et vos analyses avec une grande impatience. Si ce récit a résonné en vous, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour découvrir nos prochaines histoires. À très bientôt.